bonjour à tous. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Christophe Charret. Alors, on démarre sur une nouvelle série qui va s'intituler Les entrepreneurs quantiques. Après avoir fait les entrepreneurs et l'IEF, je me lance dans le quantique. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe, qui est PDG de Dietword, de C'est moi qui l'ai fait. C'est un petit air de, comment ça s'appelait, Périgord Noir. C'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est revendicatif et ça repersonnalise le truc. Le nom complet, c'est moi qui l'ai fait pour vous. Pour vous. Ce qui fait que la clientèle féminine, essentiellement, elle peut avoir l'impression, au niveau marketing, qu'on l'a fait pour elle. Voilà. J'ai vu aussi de Buzz Burger et Christophe Charret Invest. Ça fait beaucoup. Oui, donc, qui est le serial entrepreneur derrière toutes ces enseignes? Déjà, c'est en effet, j'ai immatriculé 12 sociétés en fait dans ma vie, une douzaine, et sur des secteurs différents en réalité, parce que c'est l'avantage d'un autodidacte et de quelqu'un qui s'arrête en troisième, et en effet d'une pensée résolument quantique. J'ai mis le nom quantique après sur ma pensée. Au début, je ne savais pas que c'était quelque chose de comme ça. C'est-à-dire, globalement, c'est l'histoire de la feuille. On vous apprend à aller de A à B comme ça, hein, tout simplement sur une feuille, mais comme ça. Et puis, la vie va faire que sur cette feuille, vous allez avoir plein d'inscriptions et que pour aller de A à B, déjà, vous allez commencer à imaginer que ces inscriptions, ce sont des obstacles. Hein. Et donc, ça, c'est tout le vécu, etc., tout le baluchon. Et en pensée quantique, A à B, c'est comme ça. Voilà. Donc, on ne prend même pas la peine. Voilà. Donc, on ne voit pas de mur, en fait. Il n'y a pas de mur. Qu'est-ce qui arrive en premier chez toi, le quantique ou l'esprit d'entreprise et la réussite entrepreneuriale? Non. Alors, le premier, c'est la liberté. J'étais pas soluble à l'école, donc j'avais des bulletins. C'est une anthologie hein, de fumistes bons à rien. Enfin, c'est magnifique. Hein. Et puis l'interview, elle ne surtout pas montrée aux enfants. Non, mais je n'insisterai jamais assez sur le fait que si on a la possibilité de faire des études, il faut en faire. Hein. Mais il faut garder son sens critique. Hein. Moi, j'ai 2 gamines qui font des hautes études. Elles donnent au diplôme, enfin, elles donnent au système juste ce qu'il faut pour passer. Voilà. Mais de temps en temps, elles ne peuvent pas s'empêcher de donner une petite interprétation qui sera tout le temps mal vue. Ça, c'est évident, parce que malgré tout, voilà, gardez toujours, on vous apprend à répondre à des questions, mais jamais à vous en poser dans le système. C'est pas parce que vous posez des questions que c'est, je dirais, un signe de mauvais élève ou quoi. Vous continuez à répondre aux questions, c'est pas un problème, le système il est fait comme ça, mais gardez cette espèce de distance, sachez ce qu'il faut coucher sur la feuille, en préservant, si vous avez un grand destin de faire des bacs plus 5, plus 6, plus 7, faites-le. Ça, je ne vais pas vous dire que... Voilà. Moi, ce n'était pas mon destin. C'était pas mon destin. Donc, je t'ai coupé, excuse-moi. Donc, tu me parlais de liberté qui a présidé à tous tes choix. Oui, complètement. C'est-à-dire ne pas obéir. J'ai été apprenti dans la restauration, donc au plus bas échelon, donc j'avais plein de chefs et c'était la restauration, les hôtels de luxe, hein, donc vraiment une vraie hiérarchie militaire. Et donc en me confrontant jeune à ça, j'ai bien vu que je n'étais pas soluble, ça n'allait pas, je fais pas de compromis, j'arrivais pas à respecter les codes, à savoir voilà toute cette bienséance ou le côté bien appliqué. Moi voilà, j'ai vu que j'étais pas soluble en fait. Alors, si t'es pas soluble, il faut que tu vives de tes idées, t'as pas d'autre choix en fait. Et donc comment tu fais cette transition pour arriver, puisque aujourd'hui je crois savoir que ton entreprise est cotée en bourse, hein? Ouais, alors ça c'est parce que c'est les défis en fait. Bon, ça alors globalement, j'ai essayé de le faire en 3 minutes. Donc fils d'ouvrier, père chauffeur-livreur, mère au foyer, et quand ma mère a dû travailler, c'était pour éponger les dettes. Hein. Donc une enfance un peu avec beaucoup, il y avait beaucoup de visites d'huissier, de choses comme ça. Donc déjà, je suis pas prédestiné à être chef d'entreprise, autant que
pour mon père, surtout, chef d'entreprise, c'était un salaud, quoi, le patron. Voilà. Donc, et quand même arrivé ce Bernard Tapie qui est arrivé à la télé et qui a fait des émissions. Et je me suis dit, mais ça peut être ça, un patron, un côté, tu vois, un côté, c'est le dynamisme. Je me reconnaissais dans le dynamisme, ce côté. Je me disais, moi, je suis comme une espèce de truc à implosion, là, à explosion, et je peux pas m'exprimer avec un chef, etc. Donc, j'ai dit, si je peux exprimer mon dynamisme dans la libre entreprise, c'est la voix. C'est la voie. Et là, j'ai vu qu'en effet, lui, il allait partout. J'ai dit, lui, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et moi, je veux faire plein de choses. Voilà. Je voulais faire comme lui plein de choses. On n'a pas fait les mêmes choses, on n'a pas fait de la même manière. Et ben voilà. Donc après, bon, eh bien, je finis l'apprentissage de la restauration. Je vais voir un banquier. J'avais 18 ans. Si je voudrais montrer une affaire, et je suis tombé sur un banquier sympa qui m'a dit, vous voulez monter une affaire, amenez-moi de l'argent, je vous en prêterai. Voilà. C'était un peu l'idée. C'est de dire, montrez-moi votre capacité à épargner pour votre projet. Épargner, oui. Voilà, c'est ça. C'est pas idiot. Ce principe, il est donc ça. Et là, c'est quand même 7 ans de ma vie sacrifiés parce que 7 ans à la RATP. Donc ceux qui travaillent à la RATP, j'ai rien contre eux, mais je me suis enquiquiné d'une force inimaginable. Donc 7 ans pour économiser. En ne faisant pas grand-chose, faut bien le dire, là, pour le poste que j'avais choisi, voilà. Mais ça m'a permis de voir comment fonctionnait un peu l'administration. Hein. J'ai vu un peu comment quel était le modèle français par rapport le fait d'être fonctionnaire. Donc, j'ai fait ce voyage-là. Et dès que j'ai eu fini, dès que j'avais ce que je voulais, j'ai donné ma démission. Hein. Donc, naturellement, les collègues étaient fous, il faut prendre un sans solde, mais je ne reviendrai pas. Donc, pour quelqu'un qui a la RATP, qui attend presque sa retraite et qui refuse de vivre sa vie, comme si vivre sa vie, c'était 5 semaines par an. Ouais, c'était déplacé, en fait, voilà, d'avoir une ambition, c'était déplacé. Donc moi j'ai quitté, je suis pas revenu et ma première affaire, j'ai fait les marchés, j'ai vendu des fruits et légumes. Hein. Donc c'est la chose que j'ai pu me payer. Puis c'est bête, mais tu travailles à la semaine, tu fais tes achats, tu fais tes ventes. Et dès le dimanche, tu sais quelle est ta balance. Hein. C'est tout con, hein, mais très franchement, c'est une belle école parce que si tu t'es trompé dans tes achats, il t'en reste trop et c'est pas vendable après. Donc, voilà, tu apprends comme ça, tu commences à faire de la comptabilité, toute la base de l'entreprise. Et après, quand j'ai pu, l'affaire avait pris 30%, donc la banque, j'étais bien vu de la banque et j'ai pu après, dans la foulée, acheter ce qui me plaisait, à savoir des magasins bio. Hein. C'était je suis resté dedans d'ailleurs. C'était ta quête. Ouais, voilà. Donc j'ai acheté il y a 20 ans 2 magasins. Un, puis 2, oui. Et en réalité, à l'époque, c'était moins à la mode. Hein. C'était quand même considéré comme sectaire, etc. Maintenant, tous les bobos parisiens, tout le monde veut du bio. Bon, voilà. Donc, j'ai connu cette émergence. Et à une époque, voilà, je pense qu'il y a des idées actuelles qui paraissent subversives, etc., et qui, dans 10 ans, seront complètement acceptées. Hein. C'est toujours pareil. Donc, tu avais déjà finalement ce regard un peu avant-gardiste sur le monde et sur ce qui allait se mettre en place, ou c'était quoi ton attrait derrière le truc, c'est que pour que ma conscience fonctionne bien, je ne dois pas être tributaire d'un corps défaillant. D'accord. Ok. Donc ça, c'est ton postulat de départ et depuis toujours. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que si je veux libérer le maximum d'énergie pour mon imagination et pour ce que je fais, créer des idées, enfin avoir des idées tout le temps, faut pas que je sois chargé de problèmes physiques. Handicapant, parce que la maladie, bon, on peut être fort ou quoi. Moi, je n'ai pas peur de la mort, mais de la maladie, j'aime pas trop. Très franchement, c'est pas un truc qui est souhaitable. Donc, tenir cette enveloppe proprement pour qu'elle ne soit pas une charge pour le reste. C'est un peu une image. D'accord. Voilà, pour le développement. Donc naturellement, tu vas diriger vers ça. Ouais, vers ça. Et puis ma grand-mère avait une vie très très simple en campagne avec beaucoup de remèdes de grand-mère, de choses. Tu sais, on a connu les inhalations, la cuisinière qui faisait poêle et qui faisait tout à la fois, le troc. Voilà, on est passé juste. Si on a
Moi, je vivais en ville, mais la grand-mère était à la campagne, donc je pense que ceux qui ont plus de 40 ans ont eu le temps de vivre un peu ça. C'est fini, ça, complètement. Hein. Et pour le coup, ça nous donne une espèce de recul par rapport à ce monde tout numérique, tout qu'on dit le progrès, mais en fait, je pense que Non, c'est un recul. Ouais, je pense qu'une bonne vieille clé pour ouvrir une porte, on n'a jamais mieux fait, hein, parce que tout ce qui est cartes et machin, C'est clair. voilà. Donc le progrès, voilà. Ok, donc c'est sur cette base-là que tu vas construire JetWorld? Oui, alors les magasins, c'était Cap Nature, l'Arbre de Vie, c'était des entités. JetWorld, c'est un coup de poker, un coup de folie. Hein. C'est-à-dire que je suis tombé amoureux d'une belle plante qui n'était pas une femme, mais qui était une plante. Et d'ailleurs, ça m'a fait divorcer de ma belle plante à moi, ma femme. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une folie. C'est-à-dire que cette plante était cultivée en Californie et les effets qu'elle donnait, j'ai dit ça, c'est très vendable et c'est vendable très cher. Le problème, c'est que c'était inconnu en France. Et le souci, c'est qu'après, tu as l'administration, tu as tout un process, etc., très, très, très lourd. C'est ce qu'on appelle une néo-food. Il faut prouver son innocuité. Ça doit être une plante. Bon. Et bien pour ça, j'ai sauté et j'ai signé un contrat d'exclusivité avec ces Californiens. Et c'est-à-dire qu'il fallait que j'en achète pour 300 000 $ dans l'année. Sinon, mon contrat tombait. Quand même. Et donc, j'avais les magasins. Le banquier va lui dire ça, toi, que tu pars pour créer ta propre marque en te basant sur une plante qui doit devenir une tisane qui sera la plus chère au monde. C'est vrai que j'ai vendu la tisane la plus chère au monde puisqu'on est à 400 € du kilo. Il c'est quoi comme plante? Oh, ça, c'est de la mauve crépue. Mais ça, je dirais que c'est anecdotique. C'est anecdotique, ça fait 20 ans que c'est sur le marché maintenant. Et voilà, je suis celui qui l'a introduite en France. Mais il faut quand même être un peu barré au départ. Il faut quand même croire en soi. Et tout le monde m'a lâché, y compris la banque, qui m'a fait un signalement Banque de France. Et j'ai pu me renflouer à 3 jours près. Voilà, à 3 jours près, c'était fini. Parce que si tu te mets Banque de France, donc j'ai eu un signalement, tu as 1 mois pour te refaire. Ouais. Donc, mais la conviction a fait que voilà, j'ai dit ça peut pas être autre chose qu'une réussite et vraiment habiter de cette sensation et être sûr de ce que tu vends, à qui tu le vends. Et vu que j'avais déjà eu des clients, etc., ça a réussi. Voilà. Mais au départ, il y a quand même un plongeon complet dans l'inconnu. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va faire ta réussite derrière? C'est ta première approche du quantique ou c'est la première mise en forme? C'est-à-dire que quand je vais attraper un premier client pharmacien qui a un bac+6 scientifique et que je lui parle d'une nouvelle plante, si je vais sur son terrain scientifique, mental, j'ai aucune chance de l'atteindre. Aucune. J'ai toujours été sur un autre terrain, c'est-à-dire la conviction, le fait d'être habité par ce que tu dis. Et ça, ce sera pris au sérieux par 1 personne sur 10. Mais ça suffit. Ça suffit. D'accord. Donc, j'ai envie de vous faire confiance. J'ai envie d'essayer. Ça s'est fait comme ça. Donc, d'autres diront que c'est un talent, d'autres, je ne sais pas. J'en sais absolument rien. Mais en tout cas, moi, quand je vends des produits, quand je les ai créés ou quand je les ai découverts, ils m'habitent complètement. Je suis sûr de ce que je dis. J'ai pas si tu veux, j'ai pas un questionnaire dans ma tête avec des questions-réponses. Tout est là-dedans. Et je suis prêt à affronter tout, quoi. En fait, voilà, ils font corps avec moi. Voilà, vraiment, vos produits pour tous les chefs d'entreprise, mais il faut les connaître par cœur. Soit parce que c'est facile si vous avez un coup de cœur, vous allez le connaître par cœur, parce que la connaissance du produit ne sera pas là-haut, mais elle sera dans votre cœur. Et lui, il a une capacité énorme à ingurgiter et à tout ressortir de manière, je dirais, émotionnelle. Et pour ce qui est mentalisé, il faudra, oui, apprendre vos produits par cœur. Il faut vraiment les connaître. Vraiment les connaître. C'est super important. Ouais. Donc, au final, si je résume un peu tout ça, tu vas avoir un coup de cœur qui va être la base de ta réussite. Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque… Ouais. Vas-y. Oui, c'est ça. Il y a eu ce que je pensais sur ce produit. Je dis, si les effets que je constate et que j'ai fait constater par des témoins sont constatés par ne serait-ce qu'un tiers des consommatrices, parce que c'est une clientèle féminine,
On est bon, ça va faire boule de neige, et ça, c'est ce que ça a fait. Ça a été, la première année, j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Ouais, tout seul, hein, tout seul. Donc, avec 300 000 d'investissement. Ouais, voilà. Donc là, on n'est pas encore bien. Mais si tu veux, en plus, c'était une année de 9 mois. Donc, c'était bien. Donc, et l'année d'après, j'ai doublé. Donc, ça a été rapidement, on est arrivé au million rapidement sur un seul produit. Hein. Un seul produit. Voilà. Et j'ouvrais 40 points de vente par mois, 40 pharmacies. Donc, c'était vraiment. Et après, bon, j'ouvrais. Est venu le premier commercial, est venu le second, etc. La boîte en compte maintenant 16 commerciaux sur 3 pays. Voilà. Et du coup, tu as étendu ta gamme ou tu es toujours sur… Oui, complètement. Après, donc, j'ai étendu la gamme. C'est-à-dire que c'est toujours des produits sur lesquels j'ai des coups de cœur. Mais tu sais, il y avait, par exemple, toute cette vague sur le charbon, tu sais, le charbon actif, etc. Oui. Alors, je prends le truc et je fais ma formule à moi. Alors ça, c'est super important ce que je vais vous dire. Je n'ai pas la capacité. Donc, globalement, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, pour faire ça, il faut être pharmacien. Je vous le dirai plus tard aussi, tu vas voir, pour la cosmétique, il faut un chimiste. Toute proportion gardée, c'est plus facile parce que les formules, mine de rien, on est dans un état quand même où tout est surveillé. Il faut passer la fourche codine des autorités. Tu ne présentes pas une formule comme ça. Et moi, ce que je me dis toujours, je me dis, tu as envie de le faire, plutôt que d'aller passer l'annonce, cherche un chimiste ou cherche un pharmacien, et je dis à mon cerveau, cherche une paire de cerveau disponible. Et comme il a envie, ben, il le trouve. Et donc, tu commences à lire sur des trucs de pharmacien ou de pharmacologie ou sous des trucs qu'on t'a dit qu'ils étaient impossibles pour toi. Mais en fait, ils ont été ingurgités par des étudiants au départ, qui avaient peut-être moins envie que moi. C'est l'appétit qui compte. Voilà. Quand tu donnes à manger à quelqu'un tous les jours pendant 6 ans, il peut avoir son diplôme. Mais quand tu as super faim, tu peux ingurgiter beaucoup plus en peu de temps, un concentré. Et tu le fais avec le jeu, tu joues. Donc, les parts de conscience à l'instant T sont super importantes. C'est pour ça que les gens qui disent « je vais faire un stage, j'ai un coup de cœur pour ci, je vais faire un stage, c'est programmé dans 3 mois, même dans des choses un peu, tu vois, du reishi, mais fais-le tout de suite, ou apprends sur YouTube, je ne sais pas, mais parce que dans 3 mois, tu ne seras peut-être pas dans ces dispositions. Et le fait de te dire « je vais faire un stage, il y aura un groupe », le groupe ne va pas te porter, il va te faire baisser. Il va te faire baisser. C'est tout seul qu'on apprend. Alors, il y a des gens qui ont besoin de groupe parce qu'ils ont besoin d'interaction, ils ont besoin de se rassurer. Mais globalement, on apprend tout seul très, très, très bien. Et après, on peut demander, en effet, des conseils à des gens qui sont diplômés. Ça, c'est évident. Mais moi, j'ai toujours tout appris tout seul, par des vidéos, par des livres. Et après, la mise en forme a été faite par des professionnels qui, naturellement, savent faire. Du coup, si je t'entends, l'épanouissement arrive avant la réussite. Ah ben, c'est sûr. Mais c'est sûr, parce que la réussite, pour moi, c'est rien. Alors, la réussite, qu'est-ce que la réussite? Mais qu'est-ce que la réussite? Moi, la réussite, c'est tu as pu me suivre peut-être sur d'autres choses, c'est de créer des projets, de les amener à maturité, de les rendre compréhensibles par d'autres et de leur laisser le bébé. Voilà. D'accord. Après, je passe à autre chose. Je change de projet. J'ai un œil sur mon bébé, mais mon but, c'est de créer. Je crée tout le temps. Si tu me cantonnes à un exercice, comme j'ai eu, quand j'ai fait Bus Burger, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. J'ai pris un double bus, et j'en ai fait un restaurant. Il faut que tu tapes la police des transports, les normes de restauration. Et au départ, mais ça dure 1 an et demi, et là, j'ai failli abandonner, parce que le bus, il allait à un truc, c'est pour… Tu as une autorisation par la préfecture. Oui. J'ai oublié l'organisme. Pour les transports publics, c'est spécial. Et ils ne te disent jamais ce qu'il faut faire, mais ils te disent à chaque fois, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Et en bus restaurant, donc je remets le contexte, c'était un bus. Donc, comme vous allez faire le tour de Paris avec des écouteurs, là, vous allez voir l'Arc de Triomphe, etc. Moi, je voulais au plus qu'on mange. Donc, et pour le même prix. Donc, c'était une concurrence, c'était extraordinaire parce qu'ils se gavent, hein, les bus à 2 étages. Bon. Eh bien, au bout du truc, ils me disent, le restaurant bus était prêt, et ils me disent, eh bien, vous avez enlevé les barres de maintien, c'est qu'il y a dans un bus, oui. Eh bien, il faut les remettre. Il faut les remettre. Donc, je me trouvais dans une impasse en réalité, parce que mes tables seraient percées,
mes fauteuils seraient percés, enfin, ce serait intenable. Et je ne me suis pas avoué vaincu, j'ai lu la législation, en l'occurrence, elle disait qu'il fallait une barre tous les 1,60 m ou 70 et qu'elle soit accessible par quelqu'un d'1,59 m ou je ne sais plus. Eh bien, mes barres, elles ne sont pas parties du sol, elles sont parties du haut, elles ont été le support de lampe. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, Ouais. je suis arrivé avec mes barres de maintien, lampe, et le bus a été autorisé. Voilà. Ok. C'est pour vous donner le truc. Il y a des fois, il y a des impasses. Mais quand on vous impose un refus administratif, en général, l'administration, elle pense comme ça. C'est facile. Et vous devez prendre le truc et sans contrefaire la loi, essayez d'ouvrir un peu comme ça et de l'élargir. Ça, c'est super important. Sinon, vous serez toujours dans le lot des autres. Faut être dans la loi, mais utiliser ces manques et la subtilité, je dirais, de la laxité que tu peux avoir avec la loi. Voilà, la laxité que tu peux avoir avec la loi. Et à un moment, il était dit que les barres de maintien devaient être ancrées au sol. Elles devaient résister à une charge 2, à une poussée 2. Ça, on a su faire. Et elles sont devenues en fait un élément de décoration magnifique. Donc, c'était un plus. Voilà. D'accord. Du coup, comment on passe, parce qu'on a des chefs d'entreprise dans notre clientèle, nous, qui réussissent parfaitement bien, des gens qui ont une réussite matérielle qui est incontestable, avec des sociétés cotées en bourse, mais qui aujourd'hui ont littéralement oublié de vivre. Du coup, comment on va enclencher alors déjà, on va peut-être définir ce qu'est la pensée quantique, et après, comment on l'enclenche, comment on l'insère dans une entreprise, et comment on s'en sert au quotidien. Alors, la première chose à se dire, chef d'entreprise, on mentalise beaucoup les choses, c'est normal, on fait des projections financières, on fait des études, on regarde, on observe, ça c'est mental, c'est parfait et c'est nécessaire. Le quantique, c'est l'élan du cœur, c'est-à-dire que moi, je me réveille la nuit avec une idée, je la note, parce que attention, on peut l'oublier. Oui. C'est fulgurant, si c'est fulgurant et réalisable, je vais y aller. Et si c'est fulgurant et réalisable. Pas comme certains qui rêvent tout de suite, je vois des trucs de réussite, ils ont rien, ils rêvent d'un yacht. Non, non. On peut avoir une pensée fulgurante pour l'entreprise. Je prends l'exemple du yacht, qui est un exemple de propriété privée, mais il y en a qui s'imaginent tout de suite, je vais avoir des clients dans le monde entier. Tu commences à avoir des clients dans ta ville, dans ta région, voilà, step by step. J'en vois tellement qui ont des projets, tu ne te rends pas compte cette idée, mais qu'elle fasse ses preuves localement déjà. Arrêtez avec votre truc. Pourquoi vous devriez être mondial déjà? Pourquoi une réussite, ça se conjuguerait avec côté mondial? C'est un ego, c'est votre ego qui parle là. Je peux vous dire qu'il y a des réussites. Il y a un type là qui fait des bougies, les bougies Charroux. J'en ai une là, je vous montre. C'est un Auvergnat. Le gars, il a créé ça dans une grange bien locale, le côté très local. Il a 9 boutiques en propre, les murs, dont 3 à Paris. C'est local. Ouais. Mais je peux vous dire que le père Charroux, il a réussi. Il a réussi. Et il est pas international. Et donc, il faut arrêter avec ces discours qu'on entend à la télé. Déjà, éteignez votre télé, hein. Franchement, bon, ça c'est autre chose. Qui sont toujours sur des réussites, comme ça, qu'on vous annonce. De toute façon, réussite extraordinaire, milliardaire, c'est collusion et acceptation de certaines choses qui peuvent être des choses, si on a un peu d'âme, qui serait une âme propre à peu près, qui vont aller quand même… ils vont heurter. Donc, j'ai personnellement, moi, jamais viré personne de point de vente dans lequel je me suis implanté, c'est-à-dire les produits arrivent, ils sont là, ils sont mis en rayon, et puis ça fait que des fois, ils prennent la place d'autres, et puis le jour où les biens sont remplacés, je trouve une solution. Voilà, ne pas accuser la fatalité en se disant, le marché, il est là. Le marché, c'est pas nous. Nous, on doit coller à un marché. Hein, ok. Donc le marché a toujours raison. Il a toujours raison. On peut dire ce qu'on veut. Et moi, j'ai eu des idées qui ont été des échecs, mais qui sont devenues des réussites 5 ans plus tard. J'étais trop tôt pour le marché. Et 5 ans plus tard, le produit a marché. Et d'autres qui ont été abandonnés. Voilà. On ne réussit pas tout.
Mais dans le parcours du chef d'entreprise, il y a pas d'échec en réalité. Il y a vraiment que des expériences qui vont D'accord, permettre donc ça impose de couper la notion de passé, de culpabilité et… Ah, tu coupes tout ça. Et même, alors, je vais aller loin, le quantique, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Alors là, c'est autre chose. Alors là, bon, j'espère que ton auditoire est prêt. Donc, la métaphysique. Le passé n'existe que sous la forme de mémoire, donc désincarnée. Donc, on se sert de la mémoire. Et quand je dis désincarné, c'est-à-dire que, OK, on va aller sur un projet, on va faire oh, oh, oh. Je me rappelle que quand j'ai fait ça, il y a eu ça et ça. Et en fait, le ressenti qu'on a négatif, s'il est négatif, c'est le ressenti qu'on a dans son corps. D'accord? Mais pas dans sa mémoire éthérée, on dirait, tu vois, côté un peu, un peu en suspension. Donc, le passé quantique n'existe que sous la forme d'une mémoire désincarnée. D'accord? Donc, c'est juste un donc petit sans repère. ressenti, sans émotion, Sans émotion, juste comme sans une émotion. expérience. Voilà. Une espèce de balise comme un petit nuage qui est là et qui ondule autour de toi, qui va quand même te donner le truc. Le futur n'existe absolument pas. Le futur, c'est comme une vague, c'est-à-dire que on donne cette impulsion. Au présent, il faut y aller à fond. Le présent, c'est vraiment une impulsion très, très, très forte. Et c'est quoi le futur? Si tu fais du saut en hauteur, si tu n'as pas la bonne impulsion, tu ne vas pas monter. Tu ne monteras pas. Tout est une question de la course d'élan et d'impulsion. La course d'élan et l'impulsion, c'est le présent, dans le saut en hauteur. Le reste n'est qu'une histoire de… voilà, c'est qu'une histoire de technique, on va dire, si c'est un sportif, mais c'est l'idée. Tout se passe au présent. C'est pour ça que nos politiques nous mènent avec une force, un narratif très puissant au présent. Parce qu'en fait, avec ça, ils savent qu'ils écrivent le futur. Ils ont besoin de nos parts de conscience, de capter nos parts de conscience, de les accaparer, voire par la peur de faire oublier la pleine conscience, et ils ont besoin de notre consentement. Il y a plein de projets qui sont annoncés, qui paraissent inéluctables, qui sont retirés, parce qu'on a encore le pouvoir. On a encore le pouvoir. C'est pour ça que peut-être ils veulent nous transformer en des terminaux. Donc, voilà, en quantique, la conscience a le pouvoir, et actuellement, quoi qu'on dise, on l'a encore, parce qu'ils retirent des projets, parce qu'ils ont besoin de notre consentement implicite. Ils avancent le futur aussi. Oui, on le voit en ce moment avec tout ce qui est, sans rentrer dans l'histoire du Covid, on voit en ce moment avec la vaccination obligatoire. C'était septembre, c'était août, maintenant c'est le 15 juillet. Alors, le futur se rapproche. Le futur se rapproche, mais obligatoire, ça ne le sera jamais. Et là, je vais te dire pourquoi. Et on rentre dans le complotisme, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir des victimes de la vaccination, que ce soit le choc anaphylactique ou peu importe, il va y avoir des victimes, ça reste quand même quelque chose d'expérimental. Et la clause des assurances en bas de n'importe quel contrat, c'est ne vous prêtez pas à une expérience. Ne vous prêtez pas à une expérience. Donc, comment veux-tu que ce pouvoir qui dépend de la haute finance et des assurances, on est sur le même chapeau, aille trahir un projet quand même cynique de récupérer quelques assurances vie et quelques maisons, quelques biens, puisque forcément, si tu as un crédit sur 2 têtes et que la tête qui est décédée n'est pas remboursée, c'est ton bien, tu ne pourras pas l'assumer. Ton bien qui disparaît, c'est clair. N'oubliez pas le cynisme quand même du monde de la finance. N'oubliez pas, vous avez peut-être tous vécu à titre personnel des difficultés personnelles, et quand vous êtes en découvert et que là, vous avez votre gentille conseillère qui vous envoie des messages et vous avez l'impression, et qui vous fout des agios, chaque refus à 50-60 euros, hors proportion par rapport à vos ressources. Donc, vous avez bien vu que le monde de la finance n'a pas de pitié. Plus vous êtes en bas, plus il vous écrase. Donc, ne comptez pas sur leur mensuétude. Sur leur mensuétude. Donc, globalement, on parle de complot, on parle de ce qu'on veut. Moi, je parle de gens cyniques qui voient des opportunités. D'accord? Et dans la finance, ils sont cyniques, et dès qu'ils voient une opportunité, ils la saisissent. Donc, Covid, peu importe qui, quoi, comment, il est là. Il est là. À aucun moment, ils pourront rendre de vaccin obligatoire. Parce qu'à ce moment, les assurances ne pourront pas jouer leur rôle perfide. Parce que le temps qu'on est dans ce narratif ou cette impression, ils n'arrêtent pas de reculer le côté obligatoire. Tu vois bien.
aucun pays n'a même les plus grandes dictatures n'ont le truc obligatoire. C'est vraiment une impression, et dans l'impression, il y a pression. Que c'est inéluctable. Et puis, ils ne le feront jamais, parce que s'ils font ça, eh ben, l'assurance ne pourra pas dire qu'on avait le choix. Oui. Ça, c'est super important. C'est super important. Si c'est une loi, tu n'as plus le choix. Tout tombe. Tout tombe. Et là, je peux te dire que c'est des milliards. Et des milliards et des milliards. Ils ne vont pas les arranger. Voilà, ça ne va pas les arranger. Donc, ce ne sera jamais obligatoire. Ça, je mets ma main à couper. Donc, pour en revenir à notre côté quantique, après avoir fait notre petite digression qui est à l'origine d'ailleurs de notre rencontre. On continue sur l'entreprise. Surtout le côté quantique, où du coup tu nous as expliqué que c'était vivre le moment présent, vivre sous cet effet de l'impulsion. Comment aujourd'hui le chef lambda d'entreprise qui a une réussite matérielle mais qui finalement vit dans une illusion, comment il arrive à s'élever? Comment on va sortir? Comment toi tu as fait ta transition d'entrepreneur, on va dire classique, à un entrepreneur quantique? Il faut vraiment il faut se décharger du baluchon. Donc déjà, vous avez tous, moi j'ai expert comptable, avocat, tous des gens qui sont pour moi plus diplômés que moi et qui vous donnent des conseils. Mais ces conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Ils vous donnent, ils font leur boulot. Vous, à la fin, c'est quoi? C'est moi, le gamin que j'étais, la volonté que j'avais non altérée par la vie, les vicissitudes et même le filtre de ma réussite. Qui suis-je là-dedans? Est-ce que je me reconnais? Moi, j'ai toujours refusé de la part de tous les experts financiers, tous ceux qui d'épargner pour ma retraite, pour mes enfants, pour qu'ils aient tout ce qu'on te vend là, sur la mort. Et quand tu disparaîtras et les impôts vont t'en prendre, dehors, barrez-vous. Moi, je vis le présent. Mes enfants auront beaucoup plus que moi, je n'ai eu. Ça, c'est une chose. Les choses des héritages, c'est une catastrophe dans les familles. Donc, on te vend tout ça. On te vend à 20 ans ta mort déjà. Et on te dit, plus tu t'y prends tôt, mieux ce sera. Ça, c'est horrible. Donc, pensez à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Eh ben, toute la vie, on vous conditionne à ça. On vous fait préparer cet instant où, par définition, que vous croyez ce que vous croyez, ce monde terrestre s'arrête. Donc, vous savez, après nous le déluge, on n'est pas essentiel. Hein. Je dirais, tous les hommes, même les plus impressionnants, sont partis et le monde a continué. Donc, faut enlever tout ça. Tous ces vendeurs de mort. Ces vendeurs d'inéluctables. Bon, on sait qu'on va mourir. On sait qu'il y a des héritages et que l'État va nous en prendre, etc. Eh bien oui, vous laissez tout ça à la poubelle. Vous mettez tout ça à la poubelle, parce que de toute manière, ça va vous empêcher de penser clair. Donc, tous ces trucs-là, tous ces trucs de vie qui sont ce qu'on vous annonce comme des balises pour être tranquille, c'est tout le contraire. Ça vous laisse pas tranquille. Ça vous taraude, ça vous enquiquine et ça vous empêche de réfléchir. Ça vous empêche de réfléchir clairement. Donc, pour mener à bien une entreprise, il faut, selon moi, il faut les idées claires et vous débarrasser de plein de choses. L'exemple de la mort, etc., c'est un exemple. Mais en entreprise, c'est applicable. Il y a un tas de choses qui nous enquiquinent. Donc, si vous avez une idée, foncez de toute manière. C'est ça. Peu de gens surtout si c'est une super idée, il y a peu de gens qui vous donneront raison. Hein. Parce que par définition, c'est une super idée, elle est innovante. Il y a peu de gens qui vont la valider. Hein. Donc, faut y aller, quoi. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes des aventuriers. Donc, et comment les faire descendre? Parce qu'aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui vont me dire, bah oui, mais moi j'ai une belle réussite matérielle. Par contre, à côté, c'est, je vais pas dire le néant absolu, mais ils ne vivent que pour leur entreprise. Ils ont perdu leur femme, ils ont des enfants qui se droguent. Alors bon, je schématise, mais je caricature, mais il y a de ça. Il y a des gens qui n'ont pas de vie. C'est le syndrome du portefeuille, ça. C'est-à-dire que le portefeuille est ouvert. On pallie à tous les besoins, on les devance, mais ça ne construit pas l'âme des autres. Hein. Et il est normal de faire ça, parce que ça nous paraît normal, surtout si on a manqué petit, de se dire je veux faire. Bon. Alors, le souci, c'est qu'après, ça, c'est une facilité, mais le chef d'entreprise, son problème, c'est le manque de temps. Voilà.
Oui. Il manque complètement de temps. C'est le temps. Le problème, c'est le temps. C'est pas les intentions qui manquent, c'est le temps. Donc, moi, j'ai personnellement été chercher mes enfants à l'école tous les, tous les jours à 16h30 jusqu'à la fin de leur primaire. Il pouvait se passer Après, c'est n'importe eux qui quoi. voulaient plus. T'as tout compris. T'as tout compris. Mais t'as tout compris. Mais ça, dans une vie de chef d'entreprise, c'est pas évident. Mais si tu te mets au moins ça comme impératif, eh bien, les enfants, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de régularité. Et si tu arrives à avoir cette régularité jusqu'à qu'ils aient 11 ans, c'est gagné. C'est gagné parce que si tu veux, globalement, après il y a l'adolescence, hein, mais c'est autre chose. Mais voilà. Alors, il va falloir segmenter, c'est-à-dire à un moment donné, l'entreprise essaie de nous prendre tout, depuis que maintenant elles sont grandes, elle a tendance à tout me prendre aussi, hein, en termes de temps. Pour le coup, je contrebalance avec d'autres activités. Hein, mais il faut absolument se mettre un précaré inviolable. Voilà. C'est-à-dire que le fait d'aller chercher les enfants à 16h30 à l'école tous les soirs, il n'y a pas d'autre. C'est obligatoire. Si tu pars là-dessus, bah, tu organiseras ton emploi du temps selon. Voilà. D'accord. Donc, au final, c'est de partir de ce qui est important pour soi et après d'organiser le reste. Ça veut dire aussi déléguer et délester ce qui n'a pas un caractère vital pour soi ou pour son entreprise. Ouais, c'est ça. La comptable, voilà. C'est ça. Et tout ça, c'est souvent des choses que les chefs d'entreprise ont beaucoup, beaucoup de mal à lâcher. Bah, moi, j'ai un proverbe, c'est « fais de ton problème le problème d'un autre ». Alors, voilà. Donc, c'est simple. J'aime bien ça. Dans l'entreprise, on est censé gérer et connaître tous les problèmes, absolument tout. Oui. On doit connaître le juridique, le financier, la loi, le code du travail. Enfin, le chef d'entreprise idéal n'existe pas. Il est impossible à créer puisque même ceux qui sont censés te vérifier potassent dans leur livre là, pour te rectifier des fois. Donc, globalement, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, ça c'est facile, mais c'est impossible de la connaître par cœur. Tout ça, ça change, ça mute. On a besoin de gens qui nous guident. Donc, si tu peux, fais de ton problème le problème d'un autre. Ça, c'est évident. Par contre, la chose que tu dois tenir, c'est l'histoire du bateau, en fait. Voilà, un chef d'entreprise, il rentre, il a son petit bateau. Hein. Il doit donc, il y a la coque, il y a la barre, et puis il y a celui qui tient la barre. Bon, actuellement, on ne peut plus être en pilote automatique. C'est impossible. Dans les temps, par les temps qui courent, moi, j'ai mis des fois ma boîte en pilote automatique. Hein. Là, c'est impossible, ça remue dans tous les sens. L'idée, c'est que, OK, jamais je fais rentrer quelqu'un sur mon bateau. C'est un petit bateau, hein. C'est un petit bateau qui va naviguer en flottille avec d'autres bateaux. Hein. Mais ce bateau-là, c'est le mien. Donc, sur ce bateau, j'ai la barre, j'ai un cap, et je m'assure que la coque soit bien étanche. Voilà. Ce bateau, personne ne rentre. Ce qui n'empêche pas de naviguer à plusieurs. À partir du moment où, chef d'entreprise, tu commences à monter sur un bateau où il y a plein de monde, c'est plus maître. C'est pour ça qu'il faut refuser, autant que faire se peut, de signer avec des gros groupes. Parce que vous n'êtes plus maître chez vous. Hein. Moi, j'en refuse. Si vous savez ce que je refuse, comme gros groupe, qui ferait rêver, je les refuse. Je les refuse. Ou ils viennent à moi parce que les produits sont assez attractifs. Et là, pour l'instant, comme ils font tous du greenwashing, je les intéresse beaucoup. Je les intéresse beaucoup. Donc là, c'est open bar. Tu rentres dans des gros groupes comme ça et tu fais changer la matrice. En fait, tu dis, bah oui, moi, je rentre à ces conditions. Tu inverses tout. Si tu as la chance de faire. Ah oui, tu dis, bon, non, ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Mais ça veut dire, ça implique d'être en position de supériorité. Mais je l'ai pas toujours été. Oui. Il y a toujours un moment dans une entreprise où tu peux avoir ce truc-là. Mais sinon, je n'ai jamais signé avec des gros. Parce qu'en fait, le bateau, c'est eux qui le mènent après. Hein. Donc, un retard de paiement ou tout, c'était foutu. Mais ça, c'est parce que c'est mon esprit de liberté. Hein. J'ai une boîte. Je veux l'amener à bien avec mes idées et mes convictions et je veux que mon personnel soit épanoui. Si je sens que l'énergie d'un gros va m'amener du chiffre d'affaires et ce que je veux, mais va complètement me lobotomiser en termes de management, c'est-à-dire que je fais rentrer chez moi quelque chose qui ne m'appartient pas. Et en réalité,
ton entreprise sera plus la tienne au niveau énergie, au niveau tout. C'est vraiment une question d'énergie. Hein. À un moment donné, vous irez travailler comme si vous alliez à l'usine. Et là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Votre seul truc, ce sera de vous faire payer. Votre seul truc, ce sera de vérifier que le gros ne vous a pas fait un truc. Parce que vous savez ce que font les gros. Hein. Ils ont 60 jours pour payer et ils vous déclarent un litige au 59e. Hein. Bon, on sait comment ça se passe. Donc, vous vous trouvez tributaire. La banque commence à vous lâcher. Vous êtes foutu. N'y allez pas. N'y allez qu'en position de force. N'y allez qu'en position de force. Et quand vous êtes en force, ils changent les termes. Ils savent le faire. Oui. Voilà. Ok. Ben, écoute, Christophe, je te remercie pour ton temps. Je te remercie pour toutes ces précieuses infos, en espérant que ça va amener certains de nos clients à réfléchir, à revoir leur cadre de vie, à arrêter de se faire passer après. Parce qu'aujourd'hui, ils passent après leur boîte. Hein. Moi, j'ai un peu le postulat inverse de toujours dire moi d'abord, les autres après. Ça peut paraître égoïste, hein, mais ça me permet, si je suis bien, les autres sont bien. C'est un peu mon principe et c'est un peu ce que j'essaie d'inculquer à mes clients, ce qui n'est pas forcément le plus simple, surtout quand il y a une grosse réussite matérielle derrière. Oui, et puis tu peux étendre ça à l'entreprise. Moi, j'ai 28 employés et mon principe, c'est qu'un employé heureux est un bon employé. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, si vous sentez qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ne s'épanouissent pas, c'est pas bon. Je me suis très longtemps affranchie, moi, des règles de 5 semaines de vacances. Je ne tenais pas, ça faisait hurler mon comptable. Je ne tenais pas les jours de vacances à jour. Je ne savais jamais où en étaient mes employés. Le principe, c'était il y a du boulot, on le fait. Après, si vous voulez une journée, vous prenez votre journée, point. On est exactement pareil. Je m'en suis rendu compte parce que ça m'est arrivé il y a 1 an. J'ai traité mon premier arrêt maladie il y a 1 an. Ça faisait 19 ans qu'il n'y avait pas eu un arrêt. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, voilà. c'est que bon, ça va. Dans l'ensemble, et voilà. Bon. Oui, c'est qu'ils viennent travailler avec plaisir. Sinon, sinon ils ne viennent pas. C'est vrai que c'est aussi un bon indicateur pour ceux qui ont des employés. Quel est le type de patron que je suis? Ça se mesure aussi aux arrêts maladie. Ça se mesure à l'enthousiasme des employés, tout simplement. Ils doivent, normalement, on a tous des qualités différentes. Il faut quand même que pour que l'employé vous respecte, il faut qu'il ait un minimum d'admiration, quand je dis entre guillemets. Hein, quand je dis d'admiration, c'est-à-dire qu'il sente quand même que ce que vous faites, vous, à la barre du bateau, lui, il ne pourrait pas le faire. Et que, donc, si ça, c'est inclus, alors après, les humains sont les humains, mais en haut de la décision, en haut de la réflexion, mais le patron, quand même, il tient la route, quoi. C'est important, c'est important. Et si vous avez un comportement de voyou, vous aurez des employés voyous. Hein. C'est la fameuse énergie dont tu parlais tout à l'heure qui fait que on va attirer les gens, au final, qu'on mérite. Et les employés qu'on mérite, et les clients qu'on mérite aussi. Et tout ça, ça fait que on va plus vers un épanouissement et cet épanouissement-là va emmener vers une réussite matérielle. Mais la réussite matérielle ne doit pas être le phare principal. Non, parce que vous allez griller une étape. Vous allez griller une étape. Ce qui te guide, pour reprendre tes mots, c'est ce qui est fulgurant et réalisable et qui vient du cœur. Et je conclurai là-dessus. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Et puis, à très bientôt et à tous retrouvez-nous sur notre chaîne. Ah oui, si je le dis pas, j'ai encore fait taper par Mickaël. Il faut liker et partager la vidéo. Merci beaucoup.